qu'est-ce qui fait qu'un enfant est hyperactif alors qu'un autre enfant est plutôt colérique ou agressif? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va faire pipi au lit alors que l'autre enfant fait des otites à répétition? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, par exemple, a des problèmes en mathématiques alors que l'autre enfant, ça va super bien en mathématiques, mais lui a de la difficulté en français? Toutes ces problématiques-là que nos enfants peuvent vivre, en fait, il y a plusieurs causes. On sait que c'est multifactoriel. Mais très souvent, si on a, par exemple, fait attention à l'alimentation, on s'organise que les enfants jouent dehors, on limite le temps d'écran, euh, on, on modifie notre façon de communiquer avec eux, on ajuste l'environnement. Puis des fois, un coup qu'on a fait tout ça, ben, la problématique, elle reste. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut aller voir c'est quoi les causes qui sont sous-jacentes, les causes qui sont avant dans la vie de l'enfant. Alors, de plus en plus, on entend parler de l'épigénétique, c'est-à-dire de la science qui nous explique comment notre environnement peut influencer l'expression de nos gènes et nos comportements et même nos maladies. Avec les nouvelles avancées en neurosciences, au niveau du fonctionnement du cerveau, on comprend beaucoup de choses maintenant, même s'il reste encore plein de choses à comprendre. Et avec toutes les observations qu'on fait aussi au niveau de la psychologie périnatale, toutes ces sciences-là commencent à jeter une nouvelle lumière, en fait, sur les problèmes des enfants. On commence à réaliser que la période de la grossesse, tout ce que les parents vivent pendant cette période-là, tout ce que l'enfant va recevoir comme imprégnation à ce moment-là, et aussi tout ce qui va se passer au moment de la naissance, à l'accouchement et dans les premiers mois de vie, on commence à voir que tout ça, toute cette période-là, ça a vraiment une importance capitale sur le futur fonctionnement de l'enfant, sur ses comportements, sur ses maladies et même parfois sur des problématiques scolaires. Alors, pour illustrer tout ça, je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est l'histoire d'une petite fille de 6 ans qu'on a appelée, en fait, un peu humoristiquement, le bébé Velcro. Pardon. Donc, cette petite fille-là, depuis qu'elle est née, elle veut toujours être dans les bras de sa maman. Bon, c'est normal pour un petit bébé de quelques mois, mais rendu à 2-3 ans, l'enfant est toujours maman prend, attend les bras. Puis elle doit toujours être en contact visuel avec sa mère, dans la même pièce que sa mère. Si sa mère part de la cuisine pour aller dans la chambre, quand elle se retourne, ben, la petite fille la suit, elle est là derrière elle, toujours près de sa mère. Même que ça devient problématique parce que rendu à 5-6 ans, des fois la maman elle veut prendre un bain, relaxer, tranquille. Puis la petite fille elle joue avec son père ou sa grande sœur, mais au bout de 2-3 minutes, c'est et où maman? Et où maman? Et là, elle s'en va dans la porte de la salle de bain, elle frappe, elle fait une crise, elle veut être avec sa mère. Donc, ils ont tout essayé, la douceur, comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, la calmer, la sécuriser, les explications, la fermeté, il n'y a rien qui fait. Alors, ce qu'on va trouver en travaillant avec la maman, c'est que finalement, à 7 mois de grossesse, elle a eu des saignements. Elle appelle le médecin lui dit, écoute, bon, c'était pas des gros saignements, donc il dit, tu vas aller t'étendre, tu vas rester allongé au moins pour une journée. Si ça amplifie, ben là, tu me rappelles, on va voir ce qu'on fait. Sinon, ça risque de se calmer. Alors, la maman va s'étendre et pendant une journée, elle est étendue avec les mains sur son ventre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle à son bébé. Et intérieurement, ben, elle lui dit, il faut que tu restes bien accroché à maman. Et dans un grand stress d'avoir peur de perdre son bébé, en fait, d'avoir une fausse couche, ben, elle répète ça à son enfant. Donc, c'est certain que ce n'est pas nécessairement les paroles qui vont imprégner l'enfant, mais c'est tout le ressenti de la mère, toute la peur de la mère de perdre l'enfant si l'enfant décolle, en fait. Alors, quand la petite fille est née, finalement, les saignements se sont arrêtés, puis la grossesse s'est terminée à 9 mois, l'enfant est né en parfaite santé, tout va bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant la grossesse, au moment où ce grand stress-là a été vécu par la mère, ben, ce qui s'est imprégné dans l'enfant, c'est « je dois rester collé, accroché à maman, sinon je suis en danger ». Et une fois que l'enfant a été né, personne n'a dit, par exemple au cerveau de l'enfant, que c'est bien maintenant, t'es né,
tout va bien, on voit que tu es bien vivante, il n'y a plus de danger. Donc, cette espèce de programmation inconsciente qui s'était mise en place, elle est restée active. Jusqu'au moment où la mère en a pris conscience. La petite fille avait alors 6 ans. La mère a réalisé à quel point elle avait eu peur de perdre son enfant à ce moment-là. Elle a expliqué ça à la petite. La petite a juste dit « Ah, maman, merci ». Et pendant l'heure qui a suivi, la maman a fait des tests. Elle allait dans le sous-sol, elle allait dans sa chambre, elle est même sortie dehors dans le jardin. Et la petite fille est restée bien à la table à faire ses dessins. Ça a été terminé. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, je vous donne un autre exemple. Celui-là, c'est un exemple d'une problématique de santé. C'est un petit garçon de 9 mois qui était couvert d'eczéma depuis quelques jours après la naissance. Donc, évidemment, les traitements, les crèmes et tout ça, ça faisait que ça diminuait, mais ça revenait. Et la maman a fait un séminaire avec nous. Et puis, elle réalise finalement ce qui s'est passé, le stress qu'elle a vécu pendant la grossesse, quand elle était enceinte de son petit garçon. C'est que cette dame-là, elle est en couple avec un homme qui a déjà des enfants d'un premier mariage. L'ex-conjointe est un peu, disons, manipulatrice de temps en temps. Et pour acheter la paix, ben, le père répond beaucoup aux demandes de son ex-conjointe. Donc, à tout bout de champ, elle l'appelle. Ben, finalement, je ne peux pas aller te reconduire les enfants. Peux-tu venir les chercher? Oui, j'arrive. Donc, il y a une espèce de comportement, en fait, qui il répond toujours aux demandes de l'ex et des fois au prix de sa vie avec sa nouvelle conjointe. Donc, elle, la nouvelle conjointe, au moment où elle est enceinte de l'enfant, de quoi elle a peur? Ben, elle a peur qu'au moment de l'accouchement, le mari ne soit pas là, son conjoint ne soit pas là, qu'il soit parti, ou que l'ex-conjointe lui téléphone, puis qu'il parte. Fait qu'elle lui en parle. Lui, il la rassure, il lui dit « Mais non, ça va être un moment important dans ma vie, c'est notre enfant, je vais être là, je te promets, il n'y a rien qui va m'empêcher d'assister à l'accouchement. » Mais elle reste avec cette peur et cette peur. Finalement, à l'accouchement, tout se passe bien, le conjoint est là, le bébé naît et tout va bien. Sauf que quelques jours après, l'enfant commence à faire de l'eczéma. Alors, si on regarde la peau, qu'est-ce que c'est? C'est notre organe de contact. C'est l'organe avec lequel je suis en contact avec quelqu'un ou je suis séparée. La mère, pendant toute la grossesse, vit un gros stress. Elle a peur d'être séparée. Donc, ce qui s'imprègne dans l'enfant, c'est cette peur-là. Donc, une problématique, on va dire comme ça, au niveau de sa peau. Quand la mère a pris conscience de ça, elle a réalisé aussi à quel point ça avait été gros pour elle, ce stress-là. Et dans les semaines qui ont suivi, l'eczéma de l'enfant est complètement parti. Et à ce jour, le petit garçon, je crois qu'il est rendu à 12 ou 13 ans, c'est jamais revenu. Alors, en tant que parent, vous êtes les mieux placés pour pouvoir vraiment bien analyser, bien comprendre la problématique de votre enfant et pour pouvoir l'aider. Les quelques exemples que Julie vous a donnés, en fait, ce sont des parents qui, avec les infos des séminaires qu'on donne, ont fait les liens par eux-mêmes et qui ont pu, à ce moment-là, aider à solutionner la problématique de leur enfant. Alors, si vous êtes un parent, si vous êtes un grand-parent, si vous êtes un professionnel de l'enfance, ou si vous êtes, par exemple, un adulte qui voulait comprendre sa propre enfance et comprendre les influences qu'on a pu vivre dans notre vie d'adulte, alors ce séminaire-là peut vous aider grandement. Alors, si vous voulez comprendre les fondements, c'est quoi la mécanique un peu, comment ça fonctionne, sur quoi ça se base, ces principes-là de comment nos stress, comment ce que l'on vit, nos images mentales, nos stress avec les cocktails d'hormones associés, comment ça peut imprégner la grossesse et l'embryon et l'enfant. Si vous voulez savoir quel genre de questions se poser et quel lien faire en regardant la problématique de l'enfant, quel genre de questions je dois me poser pour essayer de retrouver l'origine. Et un coup qu'on a trouvé l'origine, si vous voulez savoir comment on fait pour solutionner, et une fois que c'est solutionné, comment on fait, par exemple, avec l'enfant? Comment on explique à l'enfant, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de la sorte de problématique. Alors, toute cette information-là, on donne ça dans le séminaire qu'on appelle Bio-coaching parent. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez les dates dans le bas de l'écran.
Et si vous voulez avoir des informations sur ce séminaire-là, ben, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous téléphoner et visiter notre site web. Vous avez beaucoup d'informations aussi, institutbiocoaching.com. Alors, au plaisir. Merci.